On va passer maintenant à du très concret, des projets qui ont vu le jour partout sur le territoire et qui nous seront présentés par leurs porteurs. Je vous le redis, vous pouvez intervenir, n'hésitez pas, des questions, vous levez la main, des réactions. On va leur laisser, sur la forme, quelques mots, présenter leurs projets. Ils auront 7 à 10 minutes chacun pour vous les présenter. Et puis ensuite, nous discuterons. Alors moi, j'ai des questions, bien sûr, mais les questions les plus intelligentes, c'est vous qui les avez. Donc surtout, n'hésitez pas à intervenir. Et même chose pour nos deux grands témoins, Mme Pasquet et Jean Pisani-Ferry, qui pourront apporter leur pierre à la discussion, leurs mots à la discussion. Alors, ils sont en face de nous, ce que vous allez entendre maintenant sur le sujet à échelle générale de comment est-ce qu'on met de la nature en ville pour plus de biodiversité, pour des îlots de fraîcheur, pour améliorer la qualité de vie. Je vais commencer par vous présenter Cyril Delautal. Cyril Delautal, qui est DGS de la commune du Ban-Saint-Martin, on est juste à côté de Metz. Il a longtemps travaillé à la ville de Nancy, à la métropole de Metz, et il mène aujourd'hui en coordination avec les adjoints des projets d'importance développés par la ville du Ban-Saint-Martin, qui est une commune particulière parce qu'il me semble, vous me dites si je me trompe, qui est une des communes les plus denses de Moselle. On a 4700 habitants sur un territoire de combien, monsieur Delautal ? 159 hectares, donc on est à plus de 2500 habitants au kilomètre carré. Alors vous avez une sensibilité particulière pour les espaces végétalisés en tant que moyen de l'amélioration du cadre de vie, bien évidemment, et votre petite pierre à l'édifice, votre petite contribution écologique. On va voir avec vous cette réalisation d'une cour d'école primaire végétalisée. À vos côtés, il y a Audrey Vernel. Vous êtes alsacienne, le Haut-Rhin, une commune de 7500 habitants sur 3 km² qui s'appelle Huningue et qui a une particularité à cette ville-là. C'est une ancienne cité industrielle chimique. On est vraiment à la frontière avec l'Allemagne et la Suisse. De l'autre côté, il y a Bâle, on peut dire la capitale mondiale de la chimie. Vous êtes depuis 10 ans dans le domaine du développement durable et de l'environnement, des postes de chargé de mission, par exemple dans des conseils départementaux, donc vous connaissez bien cette collectivité-là, et vous êtes aujourd'hui chef du pôle environnement de Huningue, responsable de ce pôle depuis novembre 2023. C'est une création de poste parce que le maire a souhaité créer ce poste-là pour répondre aux enjeux environnementaux de la commune et mettre de la nature là où il n'y en a pas. Vous nous expliquerez comment vous avez fait. Alexandre Berbette, monsieur le maire de la commune de Dannemarie, depuis 5 ans, c'est votre premier mandat depuis 2020. Vous étiez adjoint à la culture depuis quelques années, depuis 2008, mais dans ce nouveau conseil municipal, dans ce conseil municipal, vous étiez le seul sortant. Tous les autres, des nouveaux. Vous expliquerez ce que ça implique également. La commune, c'est un centre, 2300 habitants. C'est le siège de la Comcom Sud Alsace-Largue. Comme c'est 44 communes de 23 000 habitants. Et ça, je ne sais pas si vous connaissez ce territoire alsacien. C'est un territoire extrêmement dynamique parce que, certes, une commune de taille relativement petite, 2300 habitants, mais beaucoup de choses. Il y a plus d'une centaine de commerçants, d'artisans, 45 associations sur votre territoire, de multiples services à la population. Vous êtes bien desservis par les transports. Je crois qu'il y a une gare, il y a l'Eurovéloroute 6 avec beaucoup de touristes l'été. Et comment on fait pour faire vivre la nature sur votre commune? Vous nous l'expliquerez avec la transformation d'un parking en parc. On va commencer par vous, monsieur Delautal, cette fameuse cour d'école végétalisée que vous avez en face des yeux puisque votre bureau est juste en face de la cour. Je vous laisse nous la présenter. Eh bien déjà, bonjour. Donc je me présente, Cyril Delautal. Aucune formation technique, écologique, etc. DGS classique, avec une formation plutôt juridique. Voilà. Et on décide, le maire décide, président du SCOTAM quand même, décide de relever un défi, un appel à projet du SCOTAM et de l'Agence de l'eau pour une cour d'école végétalisée. Je vais rapidement passer sur des aspects chiffrés parce qu'on pourra y revenir, mais c'est pas ce qui m'intéresse de vous dire aujourd'hui. On avait une école de 180 enfants, une surface de la cour quasiment imperméable sur 2600 m². Donc vous voyez que c'est une grande cour d'école. On a obtenu la diminution drastique de la surface imperméable en ayant 855 m². Et puis le projet, c'est 500 000 € grossièrement, et ça nous revient en définitive à 109 000 €. Je
passe juste à la gestion de l'eau, puisque c'était un des objectifs principaux. Les objectifs, c'est faire un îlot de fraîcheur, la gestion des eaux pluviales et un lieu de multi-activités, récréatif, repos, enseignement, démonstration, ouvert à d'autres utilisateurs. Et c'est important de le dire, ça n'est plus une cour de récréation uniquement pour les 10 minutes ou 20 minutes que les enfants ont 2 fois par jour, mais ça avait beaucoup d'autres fonctions et il s'est avéré que même si certaines ne se sont pas révélées totalement, cette cour a beaucoup d'autres fonctions dans la pratique. Déconnexion de toutes les descentes d'eau pluviale qui arrivent dans la cour, conduite de l'eau de pluie dans les espaces infiltrants via un chemin visible. Ça, c'est l'aspect pédagogique pour que les enfants comprennent bien qu'on gérait l'eau pluviale et qu'elle n'allait pas dans les tuyaux. Maintien de l'accès au réseau collectif insurverse, c'est-à-dire que si on a une capacité d'infiltration qui correspond à une pluie de 20 ans, et des cuves de stockage pour pouvoir arroser les petites fleurs, les petites plantes. Donc, je vous ai à peu près mis le contexte. Maintenant, je veux insister sur les éléments qui, me semble-t-il, ont fait la réussite. Le premier élément, c'est le temps long. Arrêtons de vouloir faire toutes les choses tout de suite. Parce que le temps long permet de maturer. C'est comme un fromage. C'est comme un jambon. Le compter 18 mois, il est meilleur que le 4 mois. Et ben, c'est comme la même chose quand on réfléchit à un projet, quand on fait de la politique publique. Ça, c'est mon sentiment. Vous n'êtes pas obligé de le partager. On a commencé donc en avril 2021 à se porter candidat à l'appel de projet. Et le chantier, c'est en juillet-décembre 2022. 1 an et demi. D'accord, pour faire une cour d'école. On est passé par de la participation, et j'y reviendrai parce que c'est essentiel. Et j'y reviens même tout de suite, parce que je vois que c'est mon deuxième point. La participation. Les élèves, et je vais vous montrer... voilà. Les élèves ont une formation par le maître d'œuvre, et ensuite, on leur a demandé ce qu'ils voulaient comme cours. Et vous voyez le travail qui a été réalisé. Ce sont des maquettes, par exemple. Là, c'est notre paysagiste qui est à la manœuvre. Et les maquettes ont été négociées pour que ce soit des choses réalisables, mais on en a tenu fortement compte. C'est leur cours d'école, d'accord ? Vraiment leur cours d'école. Et je passe à la phrase suivante, c'est l'effacement de la maîtrise d'ouvrage. Ce que l'on a beaucoup de mal à faire, parce qu'on considère que c'est nous qui payons, donc que c'est nous qui décidons. Mais, en définitive, on travaille pour l'usager. L'usager, c'est les élèves avant tout, les enseignants aussi, et c'est difficile à réaliser, et il faut juste se souvenir que ce n'est pas notre argent, c'est l'argent des citoyens. Et c'est important. On est juste là, et je le dis parce que j'ai un maire qui me laisse beaucoup de souplesse et avec lequel je discute énormément. Ça fait 18 ans que je travaille avec lui. On est là pour rendre du service public. On est là, et c'est important que la maîtrise d'ouvrage, à un moment donné, s'efface. Elle soit facilitateur et non plus décideur à 100%. Donc j'enchaîne sur l'importance de la maîtrise d'usage. Ce sont les usagers qui doivent encadrer, coordonner, etc., mais qui doivent décider de ce dont ils ont besoin. D'accord ? Nous, on est là pour faire attention à ce que ça déborde pas, que les idées les plus fantaisistes. On a eu un distributeur de coca dans la cour parce que les élèves ils demandaient ça. Mais ils ont compris. L'objet, c'est de négocier. C'est de négocier pour qu'ils comprennent rapidement que le distributeur de coca, il l'aurait pas. On a eu un accrobranche, mais un accrobranche, c'est impossible pour des questions de sécurité. Par contre, ils ont eu des jeux qui ressemblaient à des accrobranches, mais au sol. D'accord ? Des parcours, etc. Et le dernier point, qui est, je
veux bien le consentir, est un peu iconoclaste, c'est un budget flou. On vous dira toujours, il faut un budget. Mais le problème du budget, c'est que ça vous contraint. Alors, on n'a pas des finances extensibles, mais il faut se permettre d'avoir une marge de manœuvre. Mon maire m'a dit, moi, ce que je veux, c'est le solde. J'en ai rien à faire du budget que vous mettez en œuvre, que vous me proposez, bien évidemment, hein, c'est lui qui décide, et c'est le conseiller municipal, mais ce que je veux, c'est le solde. Que ce soit un solde acceptable, j'avais pas de chiffres, que ce soit un solde acceptable par la collectivité et qui n'entrave pas les finances pour d'autres projets. Et ça, c'est vraiment une révolution qu'on a du mal à accepter, hein, je le comprends. Je vais passer à autre chose. Je sais même pas si j'ai plus de slide. Hein. Bon, ça c'est la cour d'école, le schéma de la cour d'école. Vous avez la mairie au fond, hein, la mairie école. Vous avez une annexe en premier plan au sud-est, et puis vous avez l'école maternelle au sud-ouest. Je voudrais rajouter une chose extrêmement importante en termes de technique, le terrain de sport. Si vous ne gérez pas votre terrain de sport, vous loupez votre cours. Parce que le terrain de sport, c'est le lieu de... Alors, on peut dire beaucoup de choses, mais c'est surtout un lieu où les jeunes mâles... ça fait 8 minutes, donc je vais conclure. Mais il faut gérer le terrain de sport parce que la balle, elle gêne tout le monde. Il faut un terrain de sport, mais la balle gêne tout le monde et on arrive déjà à une problématique de genre. L'égalité entre les filles et les garçons. Ça commence par ça. Ou entre le garçon, qui est un peu moins sportif et qui n'est pas un ténor du foot, parce que c'est le foot. Hein, et il faut gérer cela. Si vous ne le gérez pas, vous loupez votre cours. Je conclus juste pour vous dire que la cour, comment ça se passe au quotidien. Elle a été créée en 2022, donc on a un petit peu de recul. Et moi, je la vois. Je la vois, la cour vivre. C'est déjà les concertés et les non concertés. L'école maternelle, les enfants et les enseignants n'ont pas été concertés. Eh bien, ils ont eu beaucoup plus de mal à s'approprier la cour. L'autre chose, c'est les services techniques. Ils se sont appropriés la cour très très rapidement et ils ont proposé, c'est par exemple eux qui ont fait la plupart des bancs. Pas tous, mais la plupart des bancs, qui ont été contrôlés par la Socotec, aucun problème. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter ? Les difficultés qu'on peut rencontrer, et c'est important, c'est les changements d'équipe pédagogique. Parce qu'on avait une équipe pédagogique volontaire et c'est elle qui nous a fait basculer sur cette école plutôt que sur une autre, et on a eu un changement important. La directrice est partie en retraite, les enseignants ont changé, et ils ont du mal à appréhender, à comprendre cette cour d'école. Ce que je voulais souligner aussi, c'est que les élèves peuvent utiliser cette salle, cette cour comme lieu d'enseignement, hein, comme lieu de récréation, comme lieu de reconnaissance de la biodiversité, etc., etc. On se pose souvent la question de la maintenance de ce type de cours. C'est beaucoup plus, on imagine que c'est beaucoup plus consommateur de temps pour les services techniques, hein, très concrètement. Eh bien, ça ne s'est fait sans difficulté particulière. Premièrement, parce qu'on a décidé d'intervenir du lundi au vendredi. Alors que traditionnellement, les équipes techniques interviennent le mercredi, quand il n'y a pas de classe. Mais on intervient le lundi, mardi, jeudi et vendredi, sans engin, sans choses comme ça, et on s'autorise même à intervenir quand les élèves sont là, pour qu'ils voient qu'il y a un entretien nécessaire du vivant. On fait plus de ramassage de feuilles, on fait 2 ramassages par an, hein, d'accord, ça gêne plus. Et on simplifie les opérations hivernales. Bien évidemment, on met plus de sel dans notre cour parce qu'autrement les végétaux ils mourraient. Voilà. En conclusion, c'est vraiment on fait la 2e cour d'école. On va la débuter en 2026 normalement.
On va voir ce que donnent les élections. Mais le résultat est assez extraordinaire et il a changé la vision que nous avions non seulement de la cour d'école, mais aussi de la participation des citoyens et notamment des élèves. Et je voudrais souligner le rôle important de l'agence de l'eau. On a la chance d'avoir l'agence de l'eau, le siège de l'agence de l'eau qui est à 5 km de notre commune. Et ils ont été particulièrement présents, non seulement en financement, mais en conseil. Et c'est un partenaire dont on n'a pas parlé tout à l'heure, mais qui est essentiel et qui peut vraiment, vraiment nous aider. Merci beaucoup, Monsieur Delhôtel. Alors, je reviens juste sur la participation, on y reviendra tout à l'heure. Ce sera d'ailleurs ma première question, commencez à la préparer. Mais vous avez même été jusqu'à intégrer les femmes de ménage, parce que des feuilles, des copeaux dans la cour d'école, forcément, ça a fait un peu tiquer dans le service de ménage, j'imagine. Oui, j'ai 2 femmes de ménage. Et hier, je racontais tout à l'heure, hier, je leur ai fait goûter des nèfles. Vous connaissez les nèfles? Elles ne connaissaient pas. Hein. J'en ai une qui est d'origine tunisienne, donc c'est un peu loin de sa méditerranée latale. Et puis l'autre, voilà. Donc oui, elles ont été incluses dans la participation, et notamment parce qu'il y a une partie végétalisée devant les fenêtres. Mais elles nous ont dit, vous êtes sympa, mais comment on les nettoie les fenêtres? Donc on a fait des pas japonais, etc., pour qu'elles puissent accéder aux fenêtres pour les nettoyer, tout simplement. Merci beaucoup, Monsieur Delhôtel. On va partir dans le Haut-Rhin, en Alsace, avec Audrey Vernel, la commune de Huningue. Comment est-ce que l'on intègre de la nature en ville, en particulier quand il n'y en a pas beaucoup, pas de champs, pas de forêt? Je vous laisse entre 7 et 10 minutes. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Et oui, alors malgré cette introduction qui montre Huningue comme bien évidemment 3 km², 7500 habitants, donc ça fait à peu près du 2500 habitants au kilomètre carré. Comme vous l'avez rappelé, pas de forêt, pas de zone agricole, mais par contre, on est bordé par le Rhin, enfin plutôt le canal d'Alsace, et on est traversé par le canal d'Huningue qui représente notre trame verte et bleue qui connecte justement le Rhin avec la réserve de la Petite Camargue alsacienne. Et malgré ce contexte très urbanisé à 96%, ça ne nous empêche pas, et vous le verrez au travers des exemples que je détaillerai juste après, d'être ville fleurie 4 fleurs depuis 2003, avec une distinction fleur d'or lors du passage du jury en 2024. Pour rappel, les villes et villages fleuris, pour ceux qui ne connaissent pas, ne récompensent pas uniquement la qualité de l'embellissement, mais également toute la qualité du cadre de vie, la gestion des espaces verts, l'intégration des préoccupations environnementales, la gestion de l'eau, le choix des plantes et des arbustes. Donc c'est pas que un label ornemental, si je puis dire. On est aussi reconnu territoire engagé pour la nature, un label donné par l'Agence française de la biodiversité, l'OFB, depuis l'année dernière également. Et je le développerai aussi avec des démarches autour de la biodiversité. Alors, voilà. Et donc, Huningue, pour mettre un petit peu de nuance sur ce territoire, on a donc des zones industrielles, ça a été rappelé par Mme Millon en introduction, des friches, des anciennes industries qui sont parties du territoire, qui sont actuellement en friche, mais qui représentent justement une opportunité de développement, d'aménagement du territoire au regard de tous les enjeux qui ont été présentés jusqu'à présent, le réchauffement climatique, la biodiversité, la ressource en eau, le cadre de vie, la mobilité. Donc on va dire que c'est une page blanche intéressante. Et on a des zones en centre-ville très minérales et donc très sujets aux îlots de chaleur urbains. Et comme on l'a vu, la température va continuer d'augmenter, on va être sujet à de plus en plus de canicules, et donc c'est des zones sur lesquelles il faut apporter un peu d'attention maintenant pour s'adapter au futur. Et donc la commune d'Huningue travaille principalement sur 3 axes, c'est-à-dire comment on gère différemment nos espaces verts, parce qu'on en a quand même quelques-uns. Vous voyez ces petites taches vertes un peu partout. Alors il y a les jardins privés avec les zones résidentielles plutôt à l'est, et ça se voit pas franchement, mais on a plein de petits parcs en pas japonais aussi, on appelle ça. Donc comment on gère différemment ces espaces-là?
Donc je détaillerai un petit peu comment on s'adapte au changement climatique dans le réaménagement de nouveaux espaces. Et enfin, quelle est la place de la biodiversité qu'on peut mettre dans tout ça. Alors, concernant la gestion différenciée des espaces verts, je pense que ça peut être une première approche. C'est comment, en fonction des usages et des fréquentations et des emplacements de certains espaces verts, on va adapter la gestion de ces parcs, de ces jardins, de ces pelouses. Donc, par exemple, on va avoir une gestion plutôt intensive. C'est un bien grand mot, mais bon, on va dire avec un fleurissement plus organisé, avec une pelouse bien tendue, notamment autour de la mairie, autour des bâtiments publics où il va y avoir beaucoup de passages. Donc là, on va y mettre vraiment une attention particulière. Et à côté de ça, il y a peut-être des espaces dans la commune où il y a moins de passages, où c'est des milieux un petit peu plus ouverts, où il n'y a pas de terrain de sport, où peut-être qu'il n'y a pas d'usage particulier, des gens qui viennent en pique-nique ou des choses comme ça, où on va pouvoir laisser la nature se développer un peu naturellement. C'est-à-dire qu'on va pratiquer de la fauche tardive ou des fauches plus hautes que la pelouse rase. On va mettre de l'éco-pâturage aussi pour que ce soit des petites chèvres et des petits moutons qui viennent tondre, et ce qui est maintenant en place dans la mairie depuis très longtemps et qui font partie du paysage très apprécié des habitants. Et on peut voir comme ça que naturellement, on va avoir dans ces espaces-là la biodiversité qui va revenir naturellement. Il n'est pas rare de voir un parterre de fleurs colorées, des chicorées, des mauves. Là, je vous ai mis même une photo d'orchidées qui sont arrivées comme ça, naturellement, grâce à la biodiversité. Et enfin, en projet, on a le projet de végétalisation du cimetière. Et donc, le cimetière, ça va être un sacré enjeu pour passer d'une gestion intensive à une gestion plutôt extensive. On pourra le détailler peut-être après. Oula, pardon. Décidément, je vous m'excuse. Et donc, sur le deuxième volet, sur l'adaptation, c'est comment, sur des nouveaux espaces sur lesquels on doit travailler, on va intégrer plusieurs enjeux. Donc, je ne détaillerai pas forcément la création d'îlots de fraîcheur, je vais laisser ça à mon collègue de gauche, mais sur la lutte contre les îlots de chaleur, je vous ai montré surtout en centre-ville, quand on a des rues à refaire, parce que c'est le temps, elles ont fait leur temps et qu'il faut les refaire, comment on va penser le nouveau projet pour répondre à plusieurs enjeux. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement juste changer l'enrobé pour que ce soit plus lisse, on va tout de suite re-questionner les usages, remettre ça au goût du jour. C'est vrai qu'en 10 ans, à Huningue, les considérations environnementales ont quand même été de plus en plus présentes. Et comment on va questionner l'ombrage, la gestion de l'eau, la végétalisation, quelle espèce on met, quel arbre, des arbustes, des fleurs, des bisannuels, mais également à côté de ça, de la mobilité, du stationnement, de la place du piéton, et en incluant bien sûr tout l'aspect participation, ça a été évoqué par plusieurs intervenants, qui est une des clés des réussites. On y reviendra aussi peut-être. Et donc là, vous avez quelques photos des avant-après de la rue de Belfort, de la rue Abatucci. Donc on voit clairement que la végétation a pris une place importante. Voilà. Et donc, le troisième volet que je voulais aborder, c'était la préservation de la biodiversité, qui vient naturellement une fois qu'on a travaillé sur la gestion différenciée. Je l'ai évoqué, c'est des actions qui permettent facilement d'encourager, de protéger la biodiversité, mais on peut aller aussi un peu plus loin. Notamment, nous, on a commencé en 2023, 22-23, à être accompagnés par la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, qui nous a réalisé un diagnostic. Toujours savoir d'où on part, quelle est la situation actuelle, réaliser un état des lieux. OK, on est dans un territoire très urbanisé, mais il y a quand même du vivant, autre que des humains en ville. Il y a des oiseaux, il y a des chauves-souris, il y a du végétal. Donc qu'est-ce qu'on a ? Quelles sont les populations d'espèces en souffrance ? Quelles sont celles qui vont bien ? Et derrière, la LPO a pu nous proposer un plan d'action. Et ça nous a amené à labelliser une douzaine de petits parcs urbains, refuges
pour la biodiversité. Donc dans ces parcs-là, on va avoir une attention particulière, on va mettre des nichoirs, on va préserver des arbres sénescents, c'est des arbres qui sont morts, mais qui ne présentent pas de danger pour les passants ou pour ceux qui vont venir se balader dans le parc, pour offrir un habitat pour la petite faune, les insectes, les oiseaux et tous ceux qui vivent dans ces arbres. Je ne suis pas la spécialiste en biodiversité, mais en tout cas, voilà, il y a un véritable intérêt. Et où en renaturant, en recréant, en renforçant le peu de corridors écologiques ou de réserves naturelles, là, ici, c'est un projet qui est au tout début, mais qui avait été identifié dans l'étude Trame verte et bleue réalisée par l'Agglo, Saint-Louis Agglomération, qui a identifié cet endroit comme un corridor écologique à renforcer, car il est au bord du Rhin et il permettrait de créer ce corridor, cette petite réserve pour la petite faune et de pouvoir connecter avec le canal et avec la réserve naturelle de la petite Camargue alsacienne, comme je l'évoquais au début. Et là, ça a été très récent. Alors, depuis la création de ce PowerPoint, on a été entre-temps lauréat de l'appel à projet pour réaliser un atlas de la biodiversité, un projet soutenu financièrement au titre du Fonds vert par l'Agence française de la biodiversité. Donc, voilà, on va aussi dans les prochaines années. C'est un projet qui va filer sur 3 ans. Aller encore plus loin sur les études naturalistiques, réaliser énormément d'actions de communication, de participation avec tous les acteurs du territoire. Et je conclurai par le fait qu'on peut être soutenu, que ce soit techniquement ou financièrement, par un certain nombre d'organismes, d'associations, que je cite ici. Alors, je n'ai pas cité l'ADEME ici, ce n'est pas un oubli, c'est que pour le moment, nous ne sommes pas subventionnés sur un projet de l'ADEME. J'attends ma notification, mais pour ne pas me porter le mauvais œil, je ne l'ai pas mis, mais voilà, Madame Pasquet ici représente bien, ou Monsieur Kubiak, voilà, l'ADEME pourra vous renseigner sur les soutiens que l'ADEME apporte, et je crois que ça a été démontré dans le propos introductif. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à aller solliciter ces partenaires-là, tant sur le point technique que financier. Allez voir le contenu des dossiers de subvention, même si ce n'est pas pour candidater, ça peut donner des orientations, ça peut donner des idées. Et je laisse la parole. Merci beaucoup, Madame Vernel, chef du pôle environnement et développement durable de la ville du Ninghes, dans le Haut-Rhin. On va rester dans le Haut-Rhin avec Monsieur le maire Alexandre Berbet, la ville de Dannemarie, et donc la création de ce parc qui porte le nom, et vous nous l'expliquerez tout à l'heure, d'Eliane Picard, en lieu et place d'un parking. On est vraiment en centre-bourg. On vous laisse nous l'expliquer. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Effectivement, donc, on est parti avec notre équipe, vous l'avez souligné, de novices, mais aussi de jeunes assez engagés dans la transition écologique, sur le constat d'un centre-ville très très minéral, avec très peu d'espace de rencontres, de fraîcheur, et ça a été confirmé par une étude sur la redynamisation du centre-ville que nous avions donc commandé en 2020. D'où la déclinaison d'un programme de végétalisation des places et placettes dans l'ensemble de notre commune. Et le principal projet dans ce cadre-là, c'était donc cet aménagement du parc Eliane Picard. Alors c'est celui qui a mis le plus de temps à maturer. Je rejoins mon collègue qui est intervenu tout à l'heure. En fait, tout ça a pris l'ensemble du mandat pour voir le jour. Donc on avait fixé un certain nombre d'objectifs pour ce parc. 3 objectifs stratégiques. La redynamisation du centre-ville en réponse à cette étude de redynamisation. L'adaptation au changement climatique. Et ancrer le devoir de mémoire dans l'espace public. Et donc la déclinaison de ces objectifs stratégiques en 7 objectifs opérationnels. La création d'un espace de flânerie et de rencontre au cœur de la ville pour répondre également à une problématique de difficulté des commerces dans notre centre-bourg. Donc on est 2300 habitants, on
on rayonne sur l'ensemble du territoire, mais néanmoins, comme vous le savez, dans beaucoup d'endroits, les petits commerces ont du mal. Et donc, l'une des préconisations de ce rapport de 2020, c'était de créer ces espaces de flânerie et de rencontre qui n'existaient pas. Ensuite, doter le centre-ville d'une aire de jeu pour les enfants. Ça semble logique d'avoir ce genre d'équipement dans une commune de notre taille, mais pourtant, ce n'était pas forcément le cas avant. Faire un lien pédestre et vélo entre deux secteurs du centre, donc la place de l'hôtel de ville où se concentrent 80% des commerces et le quartier près de notre salle de spectacle. Ce lien était prévu dans le schéma de développement des mobilités douces que nous avons également élaboré il y a 2 ans. Et donc c'est le premier maillon de ce schéma que nous mettons en place, que nous avons mis en place depuis cette année. La désimperméabilisation, puisque c'était, comme ça a été rappelé dans la présentation, un ancien parking de environ 25 places, qui était très peu utilisé, surtout en journée. Apporter de la fraîcheur et de l'ombre à travers des plantations d'arbres. Il faut savoir aussi que notre commune compte plus de 50% de locataires d'appartements. Et donc ce sont des gens bien sûr qui n'ont pas d'extérieur et on a vu ce que ça a pu donner lors des différents confinements. Donc apporter un extérieur à ces familles et souvent des familles avec enfants, c'est également un des objectifs que nous recherchions. La mise en valeur du patrimoine. Ce parc a été créé derrière l'ancienne mairie-école, donc un bâtiment en briques rouges. Vous verrez la photographie tout à l'heure. Et la mise en valeur d'un ancien puits qui était recouvert avant, donc qui n'était plus visible, et d'ailleurs dont le souvenir s'était plus ou moins perdu. Et puis, comment dire, le patrimoine a été d'autant plus remis en valeur que si on remonte un petit peu le temps, c'était déjà une cour d'école il y a à peu près 50 ans, et c'était une cour qui était végétalisée déjà, puisqu'il y avait des arbres qui existaient. Et même en arrière, il y avait un verger. Donc la structure traditionnelle, si on veut, du bâti, un petit peu partout, c'est une première ligne de bâti et derrière des vergers. Mais ça existait, et donc aujourd'hui ça existe de nouveau. Donc on retrouve un petit peu cet esprit de nature en ville qui existait naturellement et historiquement. Et puis le dernier objectif, c'est la mise en lumière d'une figure de l'histoire locale à travers Éliane Picard, chevalier de la Légion d'honneur et rescapé et témoin des camps de concentration, donc qui habitait la commune et qui a témoigné pendant une trentaine d'années à la fin de sa vie dans les collèges et les lycées de son parcours. Et d'ailleurs, j'ai été l'un de ces collégiens auprès desquels elle a témoigné. Et donc voilà, une mise à l'honneur de cette figure de l'histoire. Alors, nous aussi, on a privilégié la concertation et l'implication citoyenne à travers la construction donc, de ce projet avec le Conseil municipal des enfants, qui a choisi notamment le nom. Ils ont travaillé sur le nom du parc. Ils ont également travaillé sur les différents agrès de jeux. La consultation de la commission environnement, évidemment, mais une petite particularité chez nous, c'est qu'elle est ouverte aux citoyens, et donc on a un certain nombre de membres extérieurs qui ont pu donner leur avis et qui d'ailleurs ont apporté une vraie plus-value au projet, puisque il y a 2 parties sur ce parc. Il y a une partie un peu haute et une partie un petit peu plus basse. La partie basse où on a l'aire de jeu, et les citoyens ont demandé à ce que les 2 parties soient connectées par un cheminement accessible PMR, ce qui n'était pas forcément prévu initialement. Et donc, grâce à cette ouverture aux citoyens, l'ensemble de l'aménagement est accessible aux personnes à mobilité réduite, ce qu'on n'avait pas forcément envisagé dès le départ. Le projet a été évidemment présenté, débattu lors de nos réunions annuelles de quartier.
Et nous avons intégré dans la réflexion les associations utilisatrices de l'ancienne mairie, donc le bâtiment juste à côté, l'Orchestre d'harmonie et la Maison des jeunes et de la culture, ce qui a rajouté dans le projet un projet de placette festive. Et donc vous voyez sur la photo l'Orchestre d'harmonie qui fait une de ses répétitions du mois de juin à l'extérieur. Un aménagement qualitatif et inclusif. Donc là, vous avez le plan du parc avec effectivement, il y a un pointeur peut-être, je sais pas. Non. Oui. Donc ce cheminement qui est PMR et le reste du parc qui est plutôt plane, donc où on n'avait pas forcément besoin de gros aménagements. Nous avons été très bien financés sur ce projet puisque nous sommes arrivés à 80% de subventions. Donc nous avons eu l'aide de la collectivité européenne d'Alsace, de la région Grand Est, de l'État au titre de la DETR et des fonds leaders. Et nous n'avons même pas eu besoin de demander à l'agence de l'eau, sinon on aurait dépassé les 80%. On garde ça pour un projet futur. Vous avez ici une photo avant-après. Donc vous voyez le parking très utilisé, puisque ça c'était en plein milieu d'après-midi, un vendredi. Donc normalement une période où il y a du monde dans les commerces. Et la réalisation ensuite, avec des bancs, d'ailleurs des familles qui sont assises par là. Et juste sur la partie droite, il y a l'aire de jeu. Normalement, il y a d'autres photos après. Non. Oui, voilà. Aire de jeu. Et puis, l'ancien puits, dont la margelle a été reconstituée. Et donc, c'est un équipement qui est aujourd'hui plébiscité, puisque quand vous y allez le mercredi, le samedi, le dimanche, c'est très 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 fréquenté. Et je crois que c'est la première fois que j'ai eu des félicitations au cours de mon mandat. Donc on prend les félicitations quand elles arrivent, hein, parce que c'est assez rare. Hein. D'autant qu'on partait de loin. Hein. On verra tout à l'heure. Mais vous allez peut-être poser la question tout à l'heure, effectivement. Ouais, merci beaucoup. J'en ai terminé pour... Merci beaucoup, Monsieur Berbet. J'en profite pour rebondir tout de suite sur votre diapositive de fin. On a parlé du temps long tout à l'heure, mais le temps du mandat, il est incompressible. Et vous aviez quand même l'urgence de terminer avant la fin du mandat. Parce qu'on le verra, ça avait quand même suscité une certaine levée de bouclier. Donc si ça n'avait pas été terminé avant, c'est un peu compliqué pour les prochaines élections si vous souhaitez vous représenter. Oui, mais je crois qu'il ne faut pas réfléchir comme ça. Il faut faire ce qu'on pense juste et pas forcément agir de façon électoraliste. Enfin, c'est ma conviction. Je préfère perdre les élections en ayant appliqué mon programme et en ayant appliqué ce que je pense utile et pour la commune, plutôt que de les gagner en me reniant. Voilà. Merci, Monsieur Berbet. Oui, ben voilà, on voit que certains on partage votre position. Est-ce que vous avez des questions ? Vous voulez intervenir, commenter ce que vous venez d'entendre ? Oui, je veux bien. Je me tourne vers mes deux grands témoins. Une petite question. Oui, 2 petites secondes, madame. Vers mes 2 grands témoins, vous pouvez également prendre la parole quand vous le suivez, quand vous le voulez. Madame, qui êtes-vous ? Je vous laisse vous présenter. Alors, je m'appelle André-Thier Waudobier, j'habite à Reims-en-Bois et j'ai créé une association qui s'appelle Nature en campagne que j'essaye de faire avancer pour reconnecter les gens à notre environnement d'exception. Donc responsable associative. Et je fais partie du panel citoyen. Et en fait, ma petite question, c'était, est-ce que le puits, il y a encore de l'eau ? Oui, effectivement, il y a de l'eau dans ce puits. Alors, il n'était pas comblé, hein, il était simplement recouvert d'une dalle en béton et il était ensuite recouvert d'à peu près 30 cm de concassé. Donc, on l'a redécouvert au moment où on a fait les sondages pour c'était une préalable au chantier. Une redécouverte. On savait qu'il y avait quelque chose, mais on n'avait pas la position exacte. Par contre, on ne peut pas prendre l'eau. Non. Il y a le puits, mais on ne prend pas l'eau. Pour des raisons de sécurité ?
Le problème, c'est que si on prend cette eau, elle n'est pas contrôlée, donc on peut pas l'utiliser. Oh, C'est peut-être oui, une- c'est vrai. Hein. C'est une prochaine étape peut-être. Peut-être. Comment? C'est peut-être une prochaine étape. Bah oui, peut-être. Hein. Moi, j'habite dans la nature. Mon eau, elle n'est pas contrôlée, mais aucune administration ne vient m'aider à ce que l'eau, elle soit contrôlée. J'ai pas l'eau de la commune. Une autre intervention, une autre question. Madame, je vous laisse refermer votre micro. Qui veut prendre la parole? Ceux qui sont derrière, sans petit micro devant vous, madame qui est là avec un micro vous apportera de quoi parler. Oui, une main s'est levée derrière. Monsieur, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, Frédéric Drevet, maire de la Vosges-les-Bains, petit bourg-centre au sud du département. J'avais une question qui est peut-être hors sujet, concernant la rénovation c'était la première intervention, la cour d'école. Un sujet qui n'apporte pas obligatoirement une unanimité au niveau des réponses. Est-ce que la cour d'école reste une cour d'école ou est-ce que hors temps scolaire, elle est ouverte à toutes citoyennes et citoyens? Cyril Delotal. C'est une vraie question. Elle est pas ouverte. On l'ouvre d'une manière exceptionnelle pour des questions de fonctionnement, parce qu'il faut un agent, notamment si on voulait l'ouvrir le week-end, il faut un agent qui passe avant que l'école ouvre pour vérifier qu'il n'y ait pas de bouts de verre, de déchets, etc. Donc c'est une question qu'on s'est posée. On l'utilise comme lieu de restauration pour une partie du personnel municipal. On l'utilise exceptionnellement pour des manifestations. On a une marche gourmande, par exemple, sur Metz qui a déjà fait étape là. Mais non, c'est pas ouvert. Mais c'est une très bonne chose de l'ouvrir. Mais il faut en avoir les moyens, et les moyens sont importants. Et pas qu'une cour de récréation dans le temps de la récréation. Les instituteurs, les institutrices la sont également appropriées, alors pas encore assez, je crois, à votre goût, mais pour faire cours parfois dans la cour d'école. Oui, tout à fait. Alors, il y a une table, une grande table en bois, un tableau que les services techniques ont mis et qui permet de faire cours dans la cour d'école, dans la cour de récréation. Et puis il y a des estrades en bois qui permettent de jouer, mais qui permettent par exemple de faire un travail de choriste, de chorale, lorsque par exemple ils préparent leur fête de fin d'année, etc. C'est très agréable d'avoir son bureau qui donne dessus d'ailleurs. J'allais dire, vous ne travaillez plus jamais au calme. Oui, mais on réclame pas trop le calme, Voilà. on réclame la vie et la joie. Madame, qui êtes-vous? Madame Christine Lheureux, je représente une structure qui accompagne les collectivités dans des projets similaires au vôtre, qui est basé dans les Vosges, mais également le réseau des structures d'éducation à l'environnement en Lorraine. Et votre projet de mémoire, il me semble, avait été présenté lors d'un colloque qu'on co-organise avec le parc de Lorraine tous les ans sur l'école du dehors. Et c'était, je crois, le paysagiste, le maître d'œuvre qui était venu présenter le projet. Et en ce qui concerne l'usage par les classes, alors peut-être qu'avec le renouvellement pédagogique, l'effet est peut-être au moindre, mais c'était vraiment présenté et c'est vraiment l'occasion de faire de l'école du dehors, qui est vraiment une possibilité d'approprier, de transposer à l'extérieur tous les éléments pédagogiques que les enseignants utilisent à l'intérieur, et en plus donc de ça, de faire en sorte que les enfants s'immergent complètement dans la nature et en reconnaissent les valeurs, et ça soit dans l'interaction. Donc je sais pas. Donc visiblement c'est pas aussi efficace. Enfin peut-être une question d'enseignants peut-être en ce moment. Monsieur Tal. Je réagis. C'est Anne-Cécile Jacot qui avait présenté ça. Je suis amoureux d'elle. Elle travaillait avec nous. Voilà. Trêve de plaisanterie. Nous, les communes, les collectivités, notamment par rapport à l'éducation nationale, on donne les outils. Et c'est aux enseignants
de les utiliser. Et on s'aperçoit qu'une des difficultés, c'est d'avoir une continuité pédagogique. Ils réclament tous un jardin pédagogique et vous voyez, je pense que vous avez chacun en mémoire une petite histoire où le jardin pédagogique, il a été fait 1 année, 2 années, puis après il est abandonné. C'est un exemple typique. Et donc, nous, on met des moyens en place. Et c'est aux enseignants de les utiliser. Et nous, on n'a pas rentré plus loin dans cet aspect éducatif, je dirais. C'est malheureux, mais ça peut repartir et il peut y avoir des projets, etc. Une question, une réaction? Oui, monsieur. Alors, monsieur et monsieur, j'en ai 2. Monsieur, quel est votre nom? Donc, qui êtes-vous? Philippe Gérardin, je suis président de la communauté de communes côté alsacien, de l'autre côté du col du Bonhomme. Et je vous ai posé la question aussi bien à Huningue qu'à Danemarie. Vous n'avez pas parlé des pavés que vous avez mis dans les parcs publics. Est-ce que vous avez pensé à justement, pas des artificialiser, mais répondre à une demande d'ailleurs de l'agence de l'eau qui est de dire mettez des pavés ou des zones infiltrantes, même dans les zones de passage. Donc je ne sais pas ce que dans les parcs à Huningue ou dans l'aménagement que vous avez fait au centre-ville à Danemarie, vous avez pensé à ça, même si vous n'avez pas été financé par l'agence de l'eau. Est-ce que ça a été pensé? Et si oui, comment? Parce que c'est techniquement pas toujours très simple. Audrey Vernel. Oui, alors un premier élément de réponse. Oui, maintenant, c'est des choses qu'on intègre dans les 2 exemples que j'ai montrés sur ma diapo sur l'adaptation au changement climatique, que ce soit la création d'un îlot de fraîcheur dans le jardin des fontaines. Il y a une partie désimperméabilisation des voies, enfin des chemins qui sont dedans, et ça a été reproduit aussi actuellement parce que les travaux sont en cours sur le réaménagement de la rue Abatucci. Alors je ne vais pas pouvoir trop répondre sur les questions techniques, mais je sais que c'est pris en compte. Alors je ne sais pas si ça va, c'est un dossier aussi qui est en cours d'instruction à l'agence de l'eau, donc je ne peux pas vous apporter de réponse, mais en tout cas on a pris en compte ce point-là et on l'a mis. Il faut savoir, la rue Abatucci, il y a 2 rues comme ça qui se séparent pour avoir les 2 voies de circulation, et au milieu on a un square qu'on a augmenté. On a rajouté de l'espace vert, des arbres et justement de la désimperméabilisation sur ce niveau-là. Après, sur les trottoirs qu'on a aussi élargis, je ne pourrais pas répondre techniquement à ce niveau-là. Mais en tout cas, oui. Monsieur le maire de Danemarie, Alexandre Berbette. Pour répondre à l'interrogation, donc comme on n'avait pas le cahier des charges de l'agence de l'eau à respecter, on s'est posé quand même la question et on a limité au maximum, bien entendu, les espaces imperméabilisés, bon, sachant qu'avant c'était 100%, donc là on a forcément fait un progrès. On a fait le cheminement central en pas japonais. Donc forcément, on a une alternance entre espace vert et bordure. Et petit complément, ça me fait penser que je ne l'ai pas évoqué, les pavés et les bordures qui ont été utilisés pour créer donc le cheminement central ont été réutilisés. Ce sont d'autres espaces où on a retiré des pavés et des bordures, puisque j'ai dit qu'on a fait d'autres projets de végétalisation dans la ville, qui ont été retirés là-bas et qui ont été remis à cet endroit-là. Donc on n'a pas acheté un seul pavé ni une seule bordure. C'était des bordures de trottoir, c'est ça vos pas japonais Des bordures granit, oui. Des bordures granit. Donc j'imagine qu'il y a des contraintes techniques aussi à la réutilisation. Il faut faire preuve d'un petit peu de souplesse et de ruse. Ça, le maître d'œuvre pourrait mieux répondre sur le plan technique, mais oui, ça a été repris 2 fois par l'entreprise, puisque effectivement, c'est pas prévu pour ça au départ, donc il a fallu recaler les choses. Mais et vous avez fait ça pour des questions de budget, c'est pour rester dans un budget, c'est qu'il n'y avait pas Absolument. Un budget infini. Hein. Oui. Nous avions une enveloppe de 200 000 euros qu'on a dépassé que de 10 000 euros, donc. C'est plutôt pas mal. Et vous aviez l'exemple d'une commune à côté qui avait fait exploser les coûts, on ne va pas la citer. Effectivement, on ne citera pas, mais une autre commune qui a réalisé un parc en centre-ville a pratiquement doublé son budget initial. Donc on a fait très attention à limiter justement ce coût. Et le réemploi, bien entendu, va aussi dans la direction qu'on souhaitait donner à ce projet.
Alors je vais passer la parole à Audrey Vernel, mais je vais lui envoyer une petite pique. Ils n'ont pas les mêmes problèmes à Huningue, ils ont des problèmes de riches à Huningue. Ils ont des budgets un petit peu moins contraints. Non, mais pour compléter aussi ma réponse par rapport au pavé, notamment sur la rue Abatucci, le pavé peut être incompatible avec les cycles, les vélos, les trottoirs. Enfin voilà, comment on organise la mobilité dans cette rue-là. Donc c'est vrai que je pense que sur cette partie-là, le pavé ne se fait pas partout pour justement que ce soit pratique pour circuler, surtout qu'on est aussi sur un chemin d'école, et donc du coup quand il y a les familles qui passent avec les poussettes, pour éviter que ça fasse aussi un petit peu cet c'est une question aussi. Voilà, oui. On peut le voir aussi dans l'ensemble des enjeux qu'il faut y répondre, c'est l'inclusivité, ça a été vu par mes collègues, que ce soit en y mettant des circuits PMR, enfin accès PMR, mais la question du genre aussi est à prendre en compte. Donc, dans la réflexion attention. que vous allez faire autour du cimetière, de sa revégétalisation, les accès PMR seront réfléchis. Oui. On voit beaucoup de cimetières où malheureusement on ne peut plus accéder en déambulateur ou en fauteuil parce qu'il y a du gravier. Alors oui, bah voilà, donc déjà c'est difficile actuellement. Alors actuellement on a un cimetière Picobello, il y a pas, même la Frenon a été très étonnée en venant faire leur état des lieux. Il y a rien qui pousse. On a une grande allée en béton et tout en petits gravillons. Et c'est vrai que le gravillon c'est difficile pour la circulation des personnes âgées ou avec des difficultés de mobilité ou même avec les poussettes quand c'est des familles qui viennent aussi. Et là le fait de végétaliser, on va reprendre le sol et ça va le rendre un peu plus compact et végétalisé et permettre justement une meilleure circulation de ces personnes-là. Alors il y avait une question en face de moi, monsieur, où êtes-vous? Voilà, qui êtes-vous? Alors je suis Eric Beaune, et donc je suis de Bio Grand Est. Bio Grand Est, c'est l'agriculture bio. Et donc je vais poser une question, mais plus générale. Donc pas spécialement de trois de nos interlocuteurs, qui ont fait un très bel exposé, et montrent qu'il y a moyen de faire de belles choses en ville. Mais dans les agglos, souvent, on a une zone commerciale, on a une zone industrielle, on a une zone ceci, une zone cela. Et moi, j'en reviens à la zone agricole. L'agriculture doit être nourricière. Et nous autres, tous les jours, on est à la recherche de nos aliments pour vivre. Est-ce que ce serait pas mieux d'intégrer ces zones agricoles, ou quelques fermes agricoles, que j'appellerais des fermes urbaines, les réintégrer dans nos villes, de façon justement à avoir ces circuits courts. Bien entendu, une agriculture bio, parce qu'on répond à toutes les cibles, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur les gaz à effet de serre, que ce soit sur la santé. Donc pourquoi pas ne pas intégrer des fermes urbaines? Cyril Delotal. Je dépasse un peu le cadre de mon exposé, mais c'est une réflexion que la plupart des agglomérations se posent. Je viens de l'Eurométropole de Metz, et l'Eurométropole de Metz favorise les fermes urbaines, notamment sur la friche urbaine de l'ancienne base aérienne, mais c'est compliqué. Et c'est compliqué de les faire vivre économiquement. Quand ils durent 2 ou 3 ans, et c'est après, malheureusement, ça tombe souvent, ça se casse la figure, tout simplement. Mais je rappelle qu'il y a des maraîchers dans nos agglomérations. Il y a des gens qui existent. Et c'est peut-être aussi en les favorisant, ceux qui existent, qui montraient qu'ils pouvaient être pérennes, qu'on va réussir cela. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, et on essaye tous d'introduire du circuit court dans les cantines, etc., etc., etc. Audrey Vernel. Oui, et pour compléter, par exemple, une commune voisine à la nôtre, Kems, qui fait partie aussi de l'agglomération, a fait le choix de créer un maraîchage communal. Cette commune a reconverti des terrains sportifs en potager et en maraîchage, avec un maraîcher qui est un agent de la commune et qui fournit en légumes la cantine collective des écoles de la commune. Et tout autour, en plus, il y a tout un projet associatif, l'archipel aussi, de vente en circuit court pour les habitants de la commune et aux alentours. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à aller les voir. C'est l'archipel de Kems. Je pourrais vous donner les contacts par ailleurs. Une autre intervention, une question, une réaction? Oui, monsieur, puis il y avait quelqu'un là-haut. Monsieur, qui êtes-vous? Oui, Dominique Andrès, adjoint au maire d'Épinal. On parle de maraîchage urbain, donc je peux citer simplement un projet qui se concrétise tout près d'ici, sur la ville d'Épinal, puisqu'on a mis en place une régie maraîchère, et avec pour objectif d'alimenter en parallèle avec des cuisines qu'on a réinstallées dans la ville, nos restaurants scolaires et nos résidences personnes âgées.
Donc 1200 repas, il y aura 1200 repas par jour. Pour l'instant, on en a 800. Et dans rentrée 2026, on aura la totalité qui sera effective. Ça veut dire qu'il y a une cuisine centrale ? Ça veut dire qu'il y a une cuisine centrale, c'est pas un prestataire. Jusqu'à présent, on avait un prestataire qui produit encore quelques repas. Les 400 repas qui restent, c'est encore lui qui les produit. Et on reprend tout en régie. Donc on a déjà 3 cuisines qui ont été mises en place. Et donc la 4e sera réalisée dans le cours de l'année, d'ici la rentrée prochaine. Monsieur, qui êtes-vous ? Dominique Duc, donc je suis membre du panel citoyen, par ailleurs donc président du conseil de développement du pays de Remiremont. J'ai une question, donc c'est à propos donc de la végétalisation des cours d'école. Il y a un truc qui m'inquiète un petit peu, c'est donc de mettre du copeau, enlever le macadam, mettre du copeau à certains endroits. Il y a un risque il va se détériorer sur le long des années. Et donc, des gamins qui marchent dans un copeau qui se détériore risquent de poser quand même quelques problèmes. Enfin, c'est un petit peu... Alors, c'est bien d'enlever le macadam. Moi, je suis tout à fait pour, de surcroît, si vous voulez. En plus, j'ai été contacté, moi, par la mairie où j'habite, de par mon passé professionnel, puisque j'étais horticulteur. Et donc, on s'est posé ce problème de j'enlève du macadam, qu'est-ce que je mets ? La terre battue pour les personnels, d'entretien, ça les embête parce que les gamins ils marchent là et puis quand ils rentrent dans les préaux ou autres, dans les couloirs, ça salit, etc. Donc voilà, à cette heure-ci, on est un petit peu, la question elle se pose, j'enlève du macadam, qu'est-ce que je mets ? On a étudié plusieurs choses, mettre du pavé, ça pose un problème pour les gamins, etc. Donc, quelque chose me dit que vous voulez te poser cette question, monsieur Delottal. Quelle a été la réponse ? Alors déjà, on a une grande partie en copeaux, on a des pavés, et on a un produit qui est commercialisé par Colas, mais l'Urbalite, qui sur le terrain de sport, qui permet l'infiltration d'eau. Pour ce qui concerne les copeaux, ça ne pose aucun problème. Les enfants, moi je les vois en hiver, ils ont le cul, excusez-moi du terme, dans les copeaux. Et quand ils se lèvent, ils n'ont pas les fesses humides, ils n'ont pas les fesses... voilà. La deuxième chose, c'est qu'on a inauguré cette cour en septembre 2022 et qu'on a déjà changé les copeaux une fois. Donc on a remis 30 ou 40 mètres cubes de copeaux. Parce que toute la partie centrale, j'avais une photo mais je ne voulais pas montrer sur le diaporama, toute la partie centrale de la cour est en copeaux et c'est déjà super en termes de sécurité. Les gamins, ils peuvent se casser la figure, ils se font pas mal. Le budget de rechange le budget de rechange de copeaux, je l'ai pas en tête, mais c'est quelques milliers d'euros quand même. Mais c'est gérable. C'est pas non plus 10 000 euros. Hein. Voilà. Mais les copeaux, on en est extrêmement satisfait. Et les femmes de ménage, avec qui c'est une petite commune, donc je les vois tous les jours, hein, les femmes de ménage. Ça ne pose pas de problème particulier. Ouais, donc en fait, entre 2022 et aujourd'hui, vous avez déjà changé tous les copeaux une fois. Il faudrait les changer combien de fois ? Tous les combien, les copeaux ? C'est entre 3 et 5 ans. Donc c'est à budgéter, en fait, c'est après. Oui, c'est à budgéter, mais je vous rappelle qu'on met plus de sel, par exemple. Alors, ça compense pas, mais on met plus de sel dans les cours d'école et on intervient beaucoup moins, donc je gagne beaucoup d'heures de main-d'œuvre pour mes services techniques. Alors, notre grand témoin, Jean Pisani-Ferry, qui a beaucoup apprécié votre présentation, monsieur Delottal, sur les cours d'école, sur les copeaux. Vous avez quelque chose à dire, monsieur Pisani-Ferry ? On appuie, voilà. Voilà. Merci de me donner la parole. Sur ces sujets, assez facilement, on a l'impression que les choses se passent à une autre échelle et qu'on n'a pas de capacité d'agir. Et ce que j'ai trouvé formidable dans vos exposés, c'est que vous avez montré sur les cas concrets comment on peut agir. Et donc ça, c'est essentiel parce qu'au lieu de subir,
on se transforme en acteur. Alors maintenant, ce que vous ne nous avez pas dit, peut-être c'est quel débat ça a suscité. Hein. C'est-à-dire que tout ça, c'est des ressources qui ne sont pas consacrées à autre chose. Donc, comment est-ce que vous avez construit le consensus autour de ces projets? Ou bien, s'il n'y a pas eu de consensus, comment vous avez traité les oppositions? Puisque vous êtes directement ou indirectement des élus, donc vous avez le souci de la satisfaction de vos administrés. On va passer la parole à Alexandre Berbet, parce qu'il n'y a pas eu consensus. Quand vous avez dit on veut enlever le parking dans un centre commercial, vous avez une centaine de commerçants, d'artisans chez vous, il était dans le centre, le parking, pour en faire un parc, ça a d'abord été non. Évidemment. Je suis le fossoyeur du commerce du centre-ville. C'est comme ça que j'ai été présenté quand j'ai proposé cette idée. Bon, ma première réponse a été de dire il fallait mieux voter, parce que c'était dans notre programme. Donc, on a annoncé la couleur déjà. C'est pas sorti du chapeau et ça a fait l'objet de débats lors des élections municipales. La deuxième réponse qu'on a apportée à cette fronde des commerçants, c'est de faire un comptage objectif de la fréquentation de ce parking-là, et d'ailleurs de tous les parkings du centre-ville. C'est des comptages qui ont eu lieu tous les ans, pendant une période d'1 mois, hors vacances évidemment, où on a envoyé notre policier municipal à plusieurs heures de la journée compter le nombre de places occupées. Et il s'est avéré que ce parking, en tout cas en journée, était occupé à 0,01% en moyenne. Ça veut dire que dans 80% des cas, il n'y avait aucune voiture qui y stationnait. Donc la perception de dire voilà, on supprime des places de parking, ça va tuer le commerce, était juste une perception. Mais ne correspondait pas à une réalité. Ça n'a pas été la seule opposition. Vous avez parlé des associations, la MJC, l'Orchestre d'Harmonie présent. C'était non pour eux aussi. C'était non pour eux aussi parce qu'il fallait pouvoir se garer au pied du bâtiment. Bon, dans le temps, c'était une cour d'école, je l'ai dit tout à l'heure, et finalement, ça a été ouvert à la circulation qu'il y a une quinzaine d'années. Quand j'étais gamin, c'était encore une ancienne cour d'école, donc on ne pouvait pas rentrer avec les voitures. Et pourtant, il y avait déjà les activités associatives à ce moment-là dans le bâtiment. Donc j'ai expliqué tout ça. Et puis, progressivement, on a, comme je l'ai un peu dit dans la présentation, on a intégré aussi les deux associations dans la réflexion. L'Orchestre d'Harmonie s'est allé assez vite parce qu'on leur a proposé cet espace extérieur. Mais la MJC, c'était compliqué, mais comment on va faire? Alors on a trouvé une alternative pour qu'ils puissent se garer de l'autre côté du bâtiment, sur des places qui étaient interdites jusqu'alors, qui ont été autorisées. Et puis, vous avez peut-être vu, je peux revenir en arrière? Est-ce qu'on peut remettre le PowerPoint, madame? Voilà. Oui, attendez. Hop. Voilà. Ça, c'est sur la partie droite, c'est le programme de la MJC de cette année. Vous voyez qu'ils ont mis le parc en une. Donc finalement, ils sont venus me voir quand les travaux étaient terminés et ils ont dit finalement c'est une super idée, ça met beaucoup en valeur le bâtiment, on est content, voilà. Donc finalement, la résistance, elle s'est transformée en adhésion, mais par la preuve que le projet fonctionne. C'est que quand le projet a été terminé qu'on a eu l'adhésion de cette association-là. Ce qui veut dire qu'on écoute, on rassure, on explique, on communique, mais on y va quand même. Oui, bon, ça c'est un peu ma façon de faire. Je veux dire, si on a présenté les choses devant les électeurs et qu'on a eu le mandat, c'est pour appliquer le programme. C'est ce que je pense en tout cas. Et j'ai été convaincu, et toute l'équipe municipale, c'était à l'unanimité, était convaincu de l'utilité, de la pertinence de ce projet. Donc on y est allé, effectivement. Mais on a, comme vous l'avez vu, adapté le projet en fonction des retours qu'on a eus. Mais de dire non, il y a une résistance, donc on annule, ça, c'est juste pas entendable. Audrey Vernel, quand on laisse aller la nature, et les élus qui sont là le savent bien, dans les communes, il y a des réactions, des gens qui préféraient que ce soit tondu très régulièrement et que ce soit propre.
Vous avez choisi de quoi? D'expliquer, bon, c'est à la marge, parce qu'aujourd'hui on commence à évoluer, c'est tout dans nos mentalités. Comment est-ce qu'on explique, comment on communique, comment on intègre les citoyens à la réflexion? Dès le début du projet. Faut savoir, ça a été évoqué en introduction par Madame Pasquier. Maintenant, la question environnementale, c'est la 6e préoccupation des Français. Faut savoir qu'au précédent municipal, c'était pas du tout le même résultat. L'environnement, c'était dans les top 3, il me semble. Et au moment des municipales, il y avait quelque chose, le pacte pour la transition. Je ne sais pas si vous en rappelez. Et les deux équipes municipales, enfin les deux candidats, les deux listes candidates s'étaient engagés à mettre en place des actions environnementales sur leur mandat. Et donc du coup, le ton était donné que de toute façon, sur ce mandat-là, il allait y avoir des changements de ce niveau-là, et notamment dans les engagements au travers de ce pacte, il y avait la création d'une commission extra-municipale du temps long. On revient sur cette question du temps long, mais du coup, dans cette commission, c'est une sorte de conseil de développement. Alors dedans, il y a des élus de la liste majoritaire et de l'opposition, il y a des représentants d'associations, il y a des habitants tirés au sort, il y a des commerçants. Et l'idée de cette commission, c'est de leur exposer les projets, donc au stade d'avant-projet, et de pouvoir recueillir leurs avis d'usage, leurs avis d'habitants, de vie dans le quartier, d'habitudes, de préoccupations. Et c'est assez, ça amène des discussions assez riches. Et comment, quasiment en live, parce que comme on a des élus dans cette commission, on peut répondre tout de suite à pourquoi vous avez pensé ça comme ça, parce que ici il y a cette problématique-là, donc on a fait ça comme ça. Ah, et pourquoi là vous avez pas, est-ce que vous avez pensé à ça? Ah non, mais c'est une bonne idée. On va la réfléchir en interne avec nos équipes techniques, avec nos bureaux d'études et voir si on peut l'intégrer. Donc ça déjà, ça donne aussi une légitimité après quand le projet sort. Et quand cette commission, à cause du Covid, etc., elle a mis un peu de temps à se créer. Donc avant ça ou en parallèle sur certains projets, il y a de la communication sur tous les réseaux, il y a des réunions publiques, il y a des réunions particulières avec l'association de commerçants, avec les parents d'élèves des écoles. On a un projet sur l'école aussi. Comment on va voir l'équipe pédagogique, les parents, nos équipes techniques aussi. C'est vraiment d'aller présenter le projet à tous ceux qui vont être impactés par ce projet le plus en amont possible. Commission extra-municipale du temps long, elle a un très joli nom, cette commission. Oui, oui. Cyril Delottal, alors vous avez insisté sur la participation, mais moi je vais vous poser une question très franche. La participation, c'est souvent tarte à la crème, c'est prétexte. J'imagine que ça nécessite de la part des décideurs, des élus, un changement de posture, et c'est pas forcément facile. Tout à fait. Nous, on n'était pas vraiment participation. J'ai un maire qui n'est pas vraiment participation. Mais il s'est bien rendu compte que c'était essentiel. Le problème de la participation, c'est la démagogie qu'il y a derrière. Je t'écoute et puis je suis pas un peu vieux jeu, mais c'est les budgets participatifs. Les budgets participatifs, en général, ça finit par 2 bancs dans un parc et par un jeu machin. Mais il n'y a rien de nouveau. Et donc, il faut inventer une manière de participer. C'est pour ça qu'on a eu la chance, avec Anne-Cécile Jacot, d'avoir quelqu'un qui était notre maître d'œuvre, d'avoir quelqu'un qui était très pédagogue et qui était très à l'écoute. Ils ont eu une formation. On a pris le temps et on a rémunéré le maître d'œuvre pour qu'il fasse une participation. Et ensuite, une fois que le projet a été créé, ils sont venus dans la cour d'école et avec des craies, ils ont dessiné la cour pour les élèves. C'est-à-dire que j'ai participé, je suis un enfant, j'ai participé à quelque chose et on me montre ce que ça donne avant d'entamer le projet. Mais on a besoin de s'inventer et c'est la participation en général, c'est quelque chose. Les réunions publiques, c'est bien. Je milite pour ces réunions publiques auprès de mon maire. Je suis pas le seul. On en fait quelques-unes. Mais à un moment donné, il y a d'autres moyens. Le chantier participatif. Quand je plante un arbre avec le maire, on peut causer d'autres choses. On peut causer plus franchement. On peut causer, voilà. Et nous, on en fait quelques-uns, des chantiers participatifs. C'est moi qui fais à manger, si vous voulez. Moi, ça m'intéresse parce que, voilà, on peut causer avec les élus, on fait quelque chose et c'est très productif. On invite les enfants, les parents à venir manger à la cantine.
C'est assez nouveau chez nous, mais ça permet d'entamer un dialogue et ça va bien au-delà de la cantine. On va parler de scolaire, de périscolaire, on peut parler d'écologie. Et on peut faire passer des messages et on peut entendre des messages. Quand je parlais d'effacement de la maîtrise d'ouvrage, c'est aussi ça. Qu'est-ce que aujourd'hui le fonctionnaire qui pense qui sait tout, hein, c'est moi, l'élu qui pense qu'il a la science infuse, qu'est-ce qu'il peut encore absorber de ses concitoyens qui sont bien souvent beaucoup plus intelligents, y compris les enfants. Je vais vous raconter une anecdote. Notre cour d'école, elle a été visitée, j'ai eu des centaines de personnes qui sont venues, des maires, notamment de l'agglomération. Et il y a un maire que je connais bien, puisqu'on a travaillé avec lui, qui était maître d'œuvre VRD. Il faisait les routes, il faisait l'eau, il connaissait. Et il m'a dit, il y a 2 enfants de CM2 qui nous ont fait le schéma de gestion des eaux pluviales. C'était le même schéma que les ingénieurs nous avaient sorti. C'est-à-dire qu'il faut croire en la participation. On a 90% de scories, de déchets, c'est peut-être 80%. Mais il y a aussi des pépites. C'est comme on cherche de l'or. Vous avez 99% de gravier, mais il y a 1% d'or, et c'est le pourcent d'or là qu'il faut tenter de chercher. Et il ne faut pas se décourager parce qu'on a 99% de scories, ou 80%, ou 70%, je ne sais pas le pourcentage. Nathalie Pasquet, notre grand témoin pour l'ADEME. Oui, alors moi je suis vraiment agréablement surprise et félicitations à tout l'ensemble de vos projets. Ce que j'en retiens, c'est effectivement cette mutualisation des usages, l'expertise d'usage que vous avez exploité jusqu'au bout. Le fait aussi que la transition écologique, finalement, c'est pas le sujet principal. C'est plus le sujet principal. Et ça, c'est vraiment... c'est que vous avez réussi à l'intégrer totalement dans une politique publique. Et ça, vraiment, c'est ce vers quoi il faut arriver. Merci pour ça. Vous avez du coup intégré une approche multi-enjeux, multi-bénéfices, en intégrant aussi les bonnes idées des uns et des autres, avec les co-bénéfices aussi de liens sociaux, dans le cadre d'un parc que vous avez pu mettre en place. Et de lien social, c'est important aussi, je reviens à la santé physique, santé mentale, santé sociale. On l'a vu avec le Covid. Donc voilà, vous allez au-delà. Et ça, franchement, bravo. Et vous avez réussi, et c'est important, à faire évoluer votre projet avec l'écoute de vos citoyens et des différents usages. Alors, c'est pas très grave, finalement, si on a une partie qui n'y adhère pas. Il y a un curseur. À partir du moment où il y a X% qui adhèrent, il y a un effet boule de neige qui se met en place. Alors, c'est vrai que l'ADEME, mais on est tous ensemble les acteurs de la transition écologique, que ce soit l'Agence de l'eau, l'OFB, l'ADEME, tous ceux qui sont autour de vous, CEREMA, on travaille tous dans la même direction. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus et j'en suis très satisfaite également. On travaille ensemble de toute façon sur tous ces sujets. Je voulais juste peut-être donner un petit outil qui peut vous aider à déclencher. C'est Plus fraîche ma ville. C'est un outil intéressant qui peut vous permettre de trouver des notions de prix, des notions de coût à l'investissement, mais coût de fonctionnement également. Voilà, ça peut vous donner quelques pistes et commencer à faire un projet, voir comment ça peut aboutir, atterrir. Voilà, donc il y a une multitude de projets qui sont indiqués dans cet outil-là. Voilà. Monsieur le vice-président, Benoît Jourdain. Oui, je voulais aller à peu près dans le même sens que Madame Pasquet, là. Donc effectivement, pour moi, c'est avant tout des projets environnementaux. Et c'est vrai que vous avez beaucoup insisté sur la participation, sur la concertation. Je ne suis pas devant le panel citoyen à dire que c'est pas fondamental, mais je pense aussi qu'il faut être en capacité d'entraîner sur des sujets fondamentaux. Aujourd'hui, on a vraiment un problème de persuasion de nos populations sur les enjeux environnementaux, sur les enjeux de transition écologique. Et ces sujets-là, ils doivent être avant tout des sujets environnementaux. Dire qu'aujourd'hui, si on fait des cours d'école des imperméabilisés, si on fait les exemples que vous avez donnés, c'est avant tout parce que
On va participer au grand cycle de l'eau en désimperméabilisant les terrains, donc à une meilleure gestion de l'eau, mais qu'on va aussi participer à l'atténuation du réchauffement climatique en luttant contre les îlots de chaleur. Moi, je crois qu'il faut être très pédagogique sur des questions comme ça et bien les remettre dans leur contexte, les recontextualiser. Dans le contexte, si c'est dans ces rencontres des solutions écologiques, c'est bien parce que pour nous, c'est des solutions environnementales et c'est des enjeux forts. Au département, alors on n'a pas la chance, département, d'avoir de la DETR, d'avoir des financements de la région, d'avoir des financements du Fonds vert. Mais on s'est engagé, je parle sous le couvert de ma collègue vice-présidente en charge des bâtiments, on s'est engagé notamment sur le parking, sur le parvis du musée, qui est juste derrière. Alors il y a eu un débat, le débat il était financier chez nous, c'était un projet, je crois que c'était d'1,2 million, financement uniquement d'agence de l'eau, mais pour nous c'était un projet, avant tout un projet de désimperméabilisation, de déminéralisation d'un parvis qui était là depuis 30 ans ou 40 ans, qui avait fait un peu, qui avait daté. On essaye, je ne sais pas si on y arrivera budgétairement, on essaye de désimperméabiliser une cour de collège tous les ans, mais pour nous c'est avant tout des projets environnementaux et je pense qu'il faut quand même qu'on resitue bien le contexte dans lequel ces projets doivent être menés. C'est le prochain projet d'Alexandre Berbet, c'est la désimperméabilisation, vous allez dire mieux que moi, du parvis de votre médiathèque. Donc d'ailleurs vous n'êtes pas seulement le fossoyeur du commerce, vous êtes le fossoyeur de votre prédécesseur également, parce que c'était lui le parvis de la médiathèque, c'était son bébé. On ne va pas rentrer dans des considérations politiciennes, mais oui, c'est un projet que nous avons pour début d'année prochaine. Les travaux démarreront en janvier sur encore une fois un îlot de fraîcheur, puisque toute la place devant la gare médiathèque, puisque la médiathèque est installée dans l'ancienne gare, c'est très très minéral. Alors ça a été fait il y a une quinzaine d'années, sans aucun arbre, avec que des pavés, aucun espace pour s'arrêter, pas de banc, rien. Alors que les espaces de circulation sont très très larges et donc permettent d'intégrer devant cette médiathèque un espace vert, des arbres, un espace d'attente qui va rappeler aussi dans l'esprit, c'est les bancs qu'on va mettre, les anciens trains. Et puis qui va servir également d'espace extérieur pour des animations à la belle saison à la médiathèque. C'est d'ailleurs, la médiathèque s'ouvre directement vers l'extérieur. C'était prévu par l'architecte initialement, mais c'est juste impossible. Dès qu'il fait un petit peu beau, il fait trop chaud, on ne peut pas sortir sur cet espace. La question précise de M. Pisani-Ferry, c'était sur l'arbitrage budgétaire. Donc avant d'aller manger, je voudrais que tous les trois vous répondiez sur comment on explique aux citoyens qu'on va faire ça, mais ça veut dire qu'on ne va pas faire ça. On va mettre l'argent là, et qu'il faudra faire des choix. Est-ce que ça, vous avez eu à l'expliquer tous les trois ? Monsieur Delotal, et votre budget flou. Alors déjà, c'est pas moi qui explique, je l'explique à la marge, puisque je suis pas élu. Il y a un programme. Les élus se font élire sur un programme. Ils peuvent le modifier à la marge. C'est le principe de réalité. Mais il y a un programme. Normalement, il est finançable, si c'est des élus sérieux, il est finançable. À partir de ce moment-là, oui, il y a des choix qui sont faits. Mais c'est la grande difficulté des élus, c'est de faire des choix et de se faire reprocher les choix. Quand vous avez une vision à 6 ans, vous vous faites critiquer. Si vous n'avez pas de vision, vous vous faites critiquer une fois. Oh, il n'a pas de vision, c'est terminé. Il fait son mandat tranquillement. Il remplace 2 cendriers dans la cour d'école. Il met 3 panneaux d'interdiction de stationner. Et puis c'est fini. S'il a une ambition et s'il a une vision, il l'expose. Et c'est là qu'il se fait critiquer parce que par tous les conservatismes, je rentre pas en politique, mais tous les conservatismes lui tombent dessus. Audrey Vernel, ce n'est pas vous qui expliquez non plus. Est-ce que vous voulez répondre à cette question ? Ou est-ce qu'on passe la balle à votre voisin ? Je préfère passer la balle sur cette question. Monsieur le maire, c'est vous qui expliquez à vos concitoyens. Non, mais je rejoins effectivement ce qui a été dit juste avant. On a présenté une vision et des priorités pour notre mandat lors des élections en 2020 et on s'y est tenu. Je rajouterais, on a toujours 30% de gens qui sont contre.
C'est le minimum hein, quand vous avez un projet. L'essentiel, c'est d'avoir les 70% avec soi. Et c'est pas que les conservateurs, hein, c'est aussi ceux qui voudraient faire autrement et ceux qui voudraient peut-être faire la même chose, mais à votre place. Donc voilà, vous avez toujours, allez, 30% de gens contre. Il faut le savoir et il faut faire avec. De toute façon, vous ne faites jamais l'unanimité. Mais ça ne doit pas paralyser l'action publique. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à Alexandre Berbet. Merci à Audrey Vernel. Merci à Cyril Delotal. Vous pouvez les applaudir. Cet après-midi, 3 autres exemples vous seront présentés. Le thème général, c'est comment construire autrement. Et puis j'attends avec beaucoup d'impatience la conférence de fin d'après-midi de Jean Pisani-Ferry qui écoute et qui prend des notes. Il nous livrera certainement ses notes en cours de journée. On va déjeuner, nous allons tous et toutes déjeuner. Pour ceux qui se sont inscrits, ça se passe juste à côté. Pour les autres, on se donne rendez-vous ici même à 13h30. Bon appétit, à tout à l'heure.